Action individuelle ou action collective, point d'interrogation, est une partie du chapitre 2 du livre Petit manuel de résistance contemporaine écrit par Cyril Dion. Pour moi, ce débat opposant action individuelle et collective est biaisé. Il est posé comme s'il fallait choisir entre les deux alors qu'il paraît évident qu'il ne faut pas agir seul ou à plusieurs, dans notre quotidien ou politiquement, mais qu'il est nécessaire de faire l'un et l'autre. Agir individuellement n'est pas inutile. Jensen finit par dire lui-même « Soyons clairs, je ne dis pas que nous ne devrions pas vivre simplement, je vis moi-même assez simplement, mais je ne prétends pas que de ne pas acheter grand-chose, ou ne pas conduire beaucoup, ou ne pas avoir d'enfants, est un acte politique fort ou profondément révolutionnaire. Ça ne l'est pas. Le changement personnel n'est pas égal au changement social. » Affirmation que je tempérerai. Car certes, regardées sous un certain angle, les actions individuelles peuvent sembler dérisoires comparées aux activités systémiques agricoles, industrielles ou macroéconomiques. Mais on pourrait aisément adopter un autre point de vue. Si les grandes entreprises ou les collectivités polluent, gaspillent, détruisent, c'est dans l'objectif de produire des biens de consommation ou des services destinés à des individus. Si ces individus cessent d'acheter de ces produits et services, ces activités ne pourront que se réduire. Prenons l'exemple de l'alimentation. Aujourd'hui en France, 4 centrales d'achat, Carrefour, Système U Auchan, Leclerc, Casino Intermarché, concentrent 92,2% des ventes en valeur et 88,5% en volume, de produits de grande consommation et frais libre-service. Et il en va de même à l'échelle européenne. C'est ce qu'on appelle l'effet nœud papillon. La majorité des producteurs d'un côté, la majorité des consommateurs de l'autre, et, au milieu, la gare de triage qui constitue ces 4 ou 5 sociétés. Cette position leur confère un pouvoir considérable pour fixer les prix, influencer les conditions de production et déterminer l'avenir du modèle agroalimentaire français. Elles encouragent directement l'agriculture industrielle qui, comme nous l'avons vu, gaspille l'essentiel de l'eau et participe de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre. Elles collaborent étroitement avec les multinationales de l'agroalimentaire qui ont, elles aussi, une incidence majeure sur la production de déchets, les pratiques agricoles, les transports de marchandises, les processus industriels de production. À première vue, le pouvoir économique et structurel de ces sociétés paraît indéboulonnable. Leur capacité de nuisance démesurée par rapport à celle des pauvres bougres que nous sommes. Mais qui donne leur pouvoir à ces mastodontes ? Qui les enrichit un peu plus chaque jour ? Qui leur assure cette position dominante sur le marché de l'alimentation, leur permettant d'exercer une telle influence ? Leurs clients. Ce sont les millions de personnes qui, chaque jour, vont remplir leur caddie dans les rayons de leurs hangars géants. Ce que Coluche résumait par « Quand on pense qu'il suffirait que vous arrêtiez de les acheter pour que ça se vende pas ». Évidemment, on pourrait objecter que ce sont également les choix politiques qui ont conduit la France à prendre l'option du tout supermarché dans les années 1960, à coup de subventions, de campagnes d'incitation, comme elle a pris l'option nucléaire, j'en conviens. Mais, à nouveau, ce modèle ne peut tenir que par le consentement de chacun d'entre nous à y participer. Si une majorité d'individus cessait de s'approvisionner en nourriture ou en produits de toutes sortes auprès des grandes compagnies qui polluent, gaspillent, transportent le plus, elles perdraient une bonne partie de leur capacité de nuisance. Le problème est de parvenir à convaincre une majorité de personnes. C'est là qu'intervient le besoin de récits communs, de contexte dans lequel ces actions s'inscrivent. Ainsi mises en œuvre, articulées avec de nombreux autres, les actions individuelles sont fondamentales. Non seulement parce qu'elles s'additionnent, mais également parce qu'elles sont le ferment des transformations culturelles plus vastes. On peut donner l'exemple de la consommation de produits bio qui explose depuis plusieurs années, consolidant l'un des rares secteurs qui ne connaissent pas la crise. Le chiffre d'affaires relatif à la vente de produits bio a doublé depuis 2010 et a été multiplié par 7 depuis 1999. Or, cette croissance se fait en très grande majorité par les achats des particuliers. Ce n'est donc pas un hasard si de nombreuses marques se sont mises à proposer des gammes bio, si, par conséquent, la surface agricole en bio a été multipliée par 3 depuis 10 ans, même si elle est toujours largement insuffisante, si des formations se sont développées dans les lycées agricoles et si des propositions de loi toujours plus nombreuses cherchent, pas toujours avec succès, à limiter l'usage de pesticides. L'une d'elles a d'ailleurs abouti en 2016.
Portée par le sénateur écologiste de Morbihan Joël Labbé, elle a bénéficié d'un large soutien des ONG, de citoyens divers et variés, soutien qui a pu s'exprimer à travers la plateforme Parlement et Citoyens. Le principe est simple, permettre à des parlementaires de soumettre une proposition de loi au public et de solliciter son aide pour l'enrichir, l'amender, puis la promouvoir. Grâce à la coopération efficace d'élus, le dit sénateur appuyé par d'autres parlementaires puis par la ministre de l'écologie de l'époque Ségolène Royal, et des citoyens, la loi interdisant l'utilisation de pesticides dans l'espace public a été promulguée puis mise en application le 1er janvier 2017. Ces changements sont encore mesurés et, pour véritablement faire la différence, ils auraient besoin d'investissements d'envergure des entreprises et de se traduire par d'autres lois à portée plus vaste. Réorienter les subventions européennes, contraindre les acteurs publics à fournir toutes leurs cantines avec une alimentation locale et biologique, les agriculteurs à abandonner progressivement les pesticides et à transformer leurs pratiques agricoles. Pour parvenir à faire passer de telles législations et contrebalancer le pouvoir des lobbies de toutes sortes, les élus doivent s'allier aux citoyens et les citoyens aux élus. C'est ce qu'avait compris Franklin D. Roosevelt, l'un des derniers dirigeants d'une démocratie occidentale à avoir engagé des réformes d'un courage rare, en adoptant une stratégie bien à lui, comme le rapporte Naomi Klein dans l'une de ses conférences. Quand Roosevelt rencontrait les organisations sociales ou syndicales et qu'elles proposaient des mesures sociales qu'elles voulaient intégrer dans le New Deal, il les écoutait longuement et leur disait « Descendez dans la rue et obligez-moi à le faire ». En 1937, il y eut 4740 grèves et des avancées sociales comme jamais aux États-Unis. Pour engager des transformations politiques d'envergure, les citoyens ont besoin de responsables politiques courageux qui ont eux-mêmes besoin de situations par millions pour les soutenir. Derrière chaque belle histoire de responsables politiques qui engagent des mutations démocratiques, écologiques ou sociales, on trouve des stratégies de coopération. Mais ces alliances, élus citoyens, ne peuvent tomber du ciel. Je ne peux imaginer que des millions de personnes se mobiliseront pour contraindre leur gouvernement à mettre en place une politique zéro déchet, la réorientation des subventions agricoles vers le bio, si elles ne sont pas un minimum impliquées dans leur propre quotidien. Je n'imagine pas non plus que des leaders politiques d'un genre nouveau émergent s'ils ne sont pas portés par des mouvements sociaux. Les deux stratégies, agir au quotidien et politiquement, ne peuvent être dissociées à moyen et long terme.